Bonsoir, bienvenue dans cette 31e édition du Bistrot d'Allez le LOSC, l'émission des supporters du LOSC présentée par le site Allez le LOSC et les dogs du net. Donc nous avons ce soir le plaisir de recevoir Stéphane Carpentier, journaliste à La Voix du Nord. Bonsoir Stéphane. Bonsoir le bistrot du LOSC, santé à tous. Je vois que tu es venu avec des provisions. Un peu inquiet jusqu'au penalty, et après je me suis dit ben voilà, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, je crois que je fais partie un peu de l'équipe, excusez-moi. Il pouvait rien nous arriver, tout simplement. On va dire, le deuxième but à la limite est anecdotique, on passe une soirée encore plus tranquille, mais pas inquiet sur ce match. J'ai été surpris de notre tranquillité, justement. Après Montpellier, j'enchaîne trop vite. Metz, j'étais un petit peu déçu par leur prestation au final, parce que je m'attendais à mieux de leur part. Je les ai pas vus jouer comme sur leur dernier match, qu'ils avaient également perdu, mais voilà, où ça développait un petit peu plus de jeu. Chez les Messins, on a surtout vu les deux pointes, qui étaient assez tendues au demeurant, puisque il y a eu pas mal de points. En effet, Maignan a fait le boulot. Il y a un penalty qui est arrêté, qui est pour moi un des vrais premiers tournants du match. Je pense qu'il a pris un ascendant psychologique à ce moment-là. Au bout du compte, il n'a pas énormément d'arrêts à faire, mais c'est des arrêts énormes, des arrêts assez costauds. Moi, j'étais loin d'être serein. Sérieusement, le match était brouillon, on loupait tout. Franchement, première mi-temps, je me suis dit, bon, on a du bol. Parce qu'il y a le poteau, je ne sais plus si c'est première mi-temps, deuxième mi-temps, mais on a un bol énorme parce qu'on sort de la première mi-temps sans perdre. Je dis, c'est déjà bien. On est solidaire, mais si on n'est pas plus précis devant, on ne va pas y arriver. Et pour finir, ça se décoince sur une action. C'est Jean-Michel à peu près Sanchez qui fait un truc bizarre et qui s'écroule et qui va faire un tac allongé extérieur du pied et Bourra qui part au but. Ça, c'est juste, t'as gagné au loto, quoi. Et je comprends que les Messins là-dessus ils ont eu un peu la tête dans le seau. Heureux. Et par contre, ça a des vertus du courage, ça a la vertu de l'abnégation, ça a la vertu du champion qui veut rien lâcher. Mais on ne peut pas dire qu'on était beau, quoi. Sanchez a vraiment été le Casper de la première mi-temps. Alors, les stats ne disent pas exactement ce qu'on constatait. Moi, je trouvais qu'il avait perdu beaucoup de ballons. Bon, en l'occurrence, 28 passes et 7 passes ratées seulement, ou quand même, je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire, mais moi, ces 7 passes marquées, elles m'ont marqué, c'est le cas de le dire. Et j'ai eu l'impression qu'il jouait à l'envers. Et à partir du moment, peut-être, où il est venu un peu plus au centre du terrain, il a apporté plus. Clairement, le fait d'être sur cette aile, c'est pas forcément un truc qui l'aide beaucoup, je pense. Et il rend service. Sa passe sur le but est extraordinaire. Parce que quand vous regardez le but, rien n'est fait au moment où il prend le ballon. C'est une espèce de 4 ou de 5 contre 2. Et c'est vraiment parce qu'il joue avec les fesses, parce qu'il se retourne, qu'il met ce ballon à Bourak. Bon, et puis après, le but de Bourak, il faut le mettre, quoi. Et puis finalement, toujours les mêmes forces que d'habitude. Un bloc défensif extrêmement performant, avec des joueurs qui, je pense, ont bénéficié de la trêve, parce que un mec comme Selic, je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé vachement frais. Et il a beaucoup apporté. On n'a pas fait un super match. Lille n'a pas fait un super match. Et s'en est quand même rudement bien sorti quand on regarde le scénario, parce que tu as un pénalty arrêté, un tir sur la barre des arrêts, un arrêt miraculeux de Maignan. À un moment donné, ça peut faire 3-0, c'est fini, quoi. Emballé, c'est pesé, on a perdu et on peut se mordre les doigts, quoi. Je suis un peu inquiet par le rendement, par l'animation offensive de l'équipe, qui reste à mes yeux pas terrible. Tu sens que les mecs ils mouillent le maillot et qu'il y a les vertus pour peut-être aller au bout dans un championnat normal, sauf que là on n'est pas dans un championnat normal. Il y a Monaco, Paris en pleine bourre, et si on veut être champion, il va falloir marquer plus de buts à mon avis et être mieux dans le jeu. Et quand je vois des joueurs comme Bamba qui sont l'ombre de ce qu'ils ont été en première partie de saison, quand je vois Sanchez qui fait une première mi-temps catastrophique alors qu'il y a des jambes de feu, quand on voit que le mec il a des jambes de feu qui peut faire la différence à tout moment, comme il l'a fait sur l'ouverture de score, où c'est ça, c'est grâce à ça qu'il fait la différence. Je me dis, les mecs ils vont devoir quand même lever le curseur à certains niveaux, au niveau justesse technique, sinon ça va pas le faire, quoi. Sinon ça va faire 2, 3 ou peut-être même 4 à l'arrivée, quoi. Et c'est ce qui sera pas vilain, sauf si on fait 4, on aura tous les boules. Mais là où on en est, autant être champion, quoi. Et j'ai remarqué depuis quelques matchs quand même que Maignan est vraiment le grand patron de l'équipe.
il parle dans les vestiaires, il est toujours au top. Il n'a pas eu un moment de faïence actuellement. Je touche du bois encore, mais c'est vrai que c'est énorme. Maignan fait une fin de championnat remarquable. Et vous imaginez si tout le monde était à leur niveau. Je pense que là, on aurait été déjà avec, je vais dire des bêtises, 9 ou 12 points d'avance. Parce que si on avait eu un Sanchez excellent toute cette fin de championnat et un Bamba comme la première partie de championnat, je pense qu'on s'envolait et on n'en voyait plus. Hein. Oui, mais avec Dessy, on dit qu'on mettrait Paris en bouteille, et là, il s'agit simplement de les mettre au dehors de la première place. Comme à chaque rencontre dernièrement, Reinildo, et en troisième, Reinildo, quoi. Quelle transformation, ce mec. Quel joueur il est devenu, c'est incroyable. En première mi-temps, j'ai eu l'impression qu'il était meneur de jeu. Ils sont un peu tous passés à travers, sauf lui. Je dirais un petit mot pour Botman, parce que Botman, on en parle moins maintenant, on en parlait beaucoup au début de saison. Mais il fait encore un super match, comme Fonté d'ailleurs. Hein. Il fait encore un super match, Botman. Et alors, il n'est pas rapide. Mais alors, s'il est bien entouré comme il est entouré là, sa puissance physique et son apport dans la surface, c'est juste énorme. Hein. C'est presque du basket avec lui. Hein. C'est-à-dire qu'il projette sa zone et ça ne bouge pas autour. Hein. Stéphane, tu as entendu la sélection du bistrot. Es-tu d'accord avec ces analyses? Et puis surtout, comment tu as trouvé les joueurs? Toi, tu as vu après la conférence de presse? Tu as assisté? Tu sais, François, on ne voit pas grand monde en conf de presse en ce moment. Et on est au LOSC, on est malheureusement dans un club où les joueurs ne parlent pas beaucoup. Hein. Ils se cachent un peu, ils ne parlent pas beaucoup à la presse. Hein. C'est un club compliqué. Pour les journalistes. C'est aussi compliqué que le PSG. Au niveau de la première mi-temps difficile, pour moi, le problème, c'est toujours c'est dans l'animation, où de toute façon, c'est pas terrible. Et ça fait un petit moment que ça dure, parce qu'il y a des joueurs qui sont moins bien, comme je répète, comme Bamba, qui joue tous les matchs. Tous les matchs, hein, il sort jamais de l'équipe. Hein. Et je pense que Renato Sanchez, ça sera le facteur X de cette fin de saison. J'ai l'intime conviction que ce sera le facteur X de cette fin de saison, parce qu'il a de la fraîcheur, parce qu'il a manqué une grande partie de la saison, parce que c'est un mec qui a du feu dans les jambes, c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a du talent. Si Galtier le cadre bien et le place bien, c'est le joueur qui peut tirer l'équipe vers le haut. Ça peut être donc notre facteur X. Si on devait recruter un joueur, je trouve que le jeune Sénégalais, Papé Matar Sarr, c'est un super joueur qui bonifie tous les ballons, qui est propre, qui est techniquement très bon. Et ça, le club qui le prendra, ça sera la bonne pioche. Et puis, maintenant que Campos est parti, le fait qu'il ne parle pas portugais ne représente plus un obstacle pour son recrutement. Un type que la rumeur envoie un petit peu partout en France. On n'avait pas vu ça depuis Dupont de Ligonnès. Donc, pour situer, je pense qu'aujourd'hui… Ça va être dur de passer après toi, Georges. Évidemment. Il y a eu Émile Louis la semaine dernière, donc voilà, je voulais rester dans la continuité. On va voir arriver Jean-Marc Morandini dans quelques instants. Vu le personnage, je pense que s'il dit qu'il n'a pas de contact, qu'il ne veut pas de contact, il ne doit pas en avoir. Peut-être que ses proches ont des contacts, mais lui, il se demande à être isolé de tout ça. Et je crois vraiment qu'il veut faire ça pour l'instant, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de se projeter alors qu'on est dans le sprint final. Elle est intéressante, ta question, François. Parce que parler de projet, pour moi, c'est le cœur du sujet quand on parle du départ de Galtier. Et la question derrière, c'est quoi le projet de Lille aujourd'hui ? Et pour moi, c'est le vrai sujet. Parce que d'accord, aujourd'hui, à la tête du club, tu as le porte-parole du fonds Merlin Partners qui s'appelle Olivier Létang. Bon, merci d'être là, un très bon communicant, c'est génial. Mais le mec qui a les cordons de la bourse, il s'appelle Martin Peterman. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Il vient quand ? Il nous explique quand ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne suis absolument pas rassuré par les propos d'Olivier Létang. J'ai pas hâte d'arriver au mercato, mais j'ai un peu hâte quand même parce que je pense que ça va être le money time et on va se rendre compte ce qu'a vraiment ce projet dans le ventre et on va voir combien de joueurs vont être vendus à l'intersaison. Et on en saura un peu plus quand on verra ça. Mais pour l'instant, on ne sait rien de ce projet. J'ai du mal à imaginer qu'un club comme Lille, avec Galtier à sa tête, attendre les 3 derniers matchs du championnat pour préparer la saison prochaine. Pour moi, c'est inimaginable. Ils ont forcément anticipé les choses. S'ils ne l'ont pas fait, c'est une faute grave. En fait, Galtier, il est face à une réflexion et qu'il n'a pas encore pris sa décision, tout simplement.
Mais après, je suis intimement persuadé que c'est quand même pas acquis complètement, mais en partie acquis chez lui, qu'il partira en fin de saison et que ça sera pour le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il y a déjà eu des contacts. On sait que Garcia ne va pas rester. Donc, Aulas cherche un nouvel entraîneur, qu'il connaît très bien Galtier, vu qu'il l'a déjà eu comme entraîneur adjoint là-bas. Donc, en plus, du coup, ça pose moins de problèmes le fait qu'il ait eu les Verts, hein, parce qu'il y a aussi cette passerelle-là qui peut être problématique. Comme nous, il pourrait être problématique. Un jour, si on vous dit dans 2 mois, et Franck Hez, entraîneur du LOSC, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous voyez, pour l'instant, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il va falloir rembourser des dettes qui ne sont pas inconséquentes, qu'on va devoir vendre, qu'on va devoir plus vendre qu'acheter, ça c'est sûr. Donc avec quelle équipe on aura la saison prochaine, quelle force de frappe on aura. Voilà, quoi. C'est plein de questions qui sont pour l'instant sans réponse. Mais je pense, moi après, si vous me demandez mon avis, moi je pense qu'il a fait 4 saisons à Lille et malheureusement pour nous, je pense qu'il va partir. Le cœur du problème, c'est pas tant de ne pas connaître les dirigeants hollandais, luxembourgeois des fonds Martin. Je crois que le cœur du problème, c'est combien on doit et dans combien de temps on doit les rembourser. Ce qui va déterminer finalement surtout la nécessité de vendre au mercato d'été et donc la qualité de l'effectif qu'on aura au mois de juillet à la reprise du championnat. Si à Galtier, on lui dit OK la saison prochaine, mais on vend Sanchez, on vend Bamba, on vend Soumaré, on vend Botman, Fonte c'est trop cher, on ne reconduit pas. Il fait quoi, Galtier? Vous me filez quoi? Alors qu'à Lyon, on va lui proposer autre chose. Moi, je mets les voiles si je suis à sa place. Tout à fait. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce que la saignée va être aussi importante dans ses discours d'arrivée? Olivier Létang assurait qu'il était là aussi pour avoir un sportif compétitif et pas uniquement une braderie pour apurer les dettes. Maintenant, à qui faut-il croire? La seule chose, du moins positive, sur laquelle il communique, c'est qu'effectivement, dans le projet du club, ce serait de redonner un peu plus d'identité régionale, à la fois dans l'effectif et aussi dans la gestion de l'effectif, c'est-à-dire arrêter d'avoir des joueurs qui pètent le feu 1 an et après forcément avec lesquels on fait du trading et qu'on voit plus, quoi, qu'on s'identifie un peu plus à l'effectif aussi, quoi. Mais François, je suis vraiment pas d'accord avec toi quand tu dis on se fout de pas connaître Martin Peterman. Oui. On serait quand même dans le seul club en France où l'actionnaire n'est pas incarné par quelqu'un qui s'est présenté, qui a communiqué sur son amour du business, de l'immobilier, comme Franck Marcourt, du football. Je suis désolé, ça n'est pas possible. On est dans un sport passion, on est dans un sport... Enfin, le mec envoie un signal qui est délétère. Je ne me présente pas, je ne vous parle pas, je ne dis pas pourquoi j'investis dans le football. Ça veut bien dire qu'il est là que pour la finance. Et c'est forcément, ça ne peut être que catastrophique. Et on peut avoir une vie privée, bien pas? Non, c'est incroyable, ça. Bon. Actuellement, peut-être que ça fait plusieurs journées de championnat que Galtier a rencontré ses dirigeants et ils connaissent peut-être déjà le projet l'année prochaine. Il sait déjà qu'il faudra peut-être laisser partir tel ou tel joueur. Bon, de toute façon, les réponses vont venir assez rapidement, sans attendre le mercato d'été. Effectivement, les premières déclarations de Christophe Galtier qui vont certainement arriver d'ici la fin de saison ou juste après la fin de saison, s'il veut vraiment isoler en fait sa situation personnelle par rapport à la situation du club, devraient nous donner des indications à la fois sur le futur entraîneur du LOSC. On va essayer d'écouter, voir si Antoine Camboiré s'est inscrit au Golfe du Sahara. Ça pourrait donner un indice. Et puis surtout... Très bon indice. Tout à fait. Et dans un deuxième temps, on aura des indications sur le mercato et donc ce que va devenir le club par rapport à une éventuelle saignée et un éventuellement recrutement qui permettrait finalement de satisfaire aux ambitions sportives futures. C'est une équipe qui me fait peur, vraiment. J'aime beaucoup son duo d'attaque, qui est vraiment ce qui se fait, en tout cas,
actuellement dans le championnat, ce qui me plaît le plus en ce moment, ouais, avec 2 joueurs, Laborde et Delors, qui ont pas mal marqué, plus que nous, hein, on va dire. Ils sont déjà à 12 buts et 11 buts pour les deux, là. En plus, ils jouent pas mal ensemble, hein, c'est parmi les meilleurs passeurs du championnat. Voilà, une équipe performante devant. Alors, par contre, je pense que leur défense centrale va nous plaire avec nos joueurs s'ils sont à leur meilleur, qui rentrent pas mal à l'intérieur, avec une bonne défense centrale un peu lente, un peu lourde, qui a du mal à se retourner. Ça va être sympa avec Bourak devant. Je crains leur milieu de terrain aussi, Savanier, Mollet, c'est pas mal. C'est une belle équipe. Mais après, derrière, comme dirait Christophe, je suis assez d'accord avec lui. Derrière, c'est un peu ancien, c'est un peu statique, et j'espère que ça suffira pour qu'on puisse marquer plus de buts qu'eux. Et à chaque fois, ça joue, c'est magnifique, ça enchaîne. Enfin, je pense au 3e but, si vous voulez, le 3e but contre Marseille, il est extraordinaire. Il y a un enchaînement, une touche de balle, un centre, c'est somptueux. C'est flamboyant devant, c'est possible, c'est compliqué derrière. Ils en prennent 3 contre un Olympique de Marseille qui est quand même pas un foudre de guerre. Donc la question est de savoir si Hilton aura ou pas son déambulateur, parce que ce sera plus le même match, quoi. Je suis très séduit par cette équipe. J'aime Laborde, j'aime TJ Savanier, Andy Delors. Vous n'avez pas cité Jordan Ferry, qui est aussi un très bon joueur. En effet, Florent Mollet. On peut aussi citer des très bons remplaçants comme Arnaud Souquet qui rentre, et c'est lui qui centre sur le 3e but à la fin du match contre Marseille. Et en même temps, les raisons d'espérer, c'est que Marseille n'a pas été du tout génial ce week-end. Et pourtant, ça fait 3-3. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, la défense de Montpellier, elle est faiblarde. Je crains que ça soit le genre de match, justement, où on ait 2 ou 3 buts dans les 10 dernières minutes et où il faille recommencer tout son papier, quoi. Moi, j'ai envie d'être plutôt optimiste parce que c'est contre ce genre d'équipe que Lille joue le mieux, finalement. Contre ce genre d'équipe qui joue au ballon, qui vont vers l'avant, qui ne ferment pas le jeu et qui, alors la petite cerise sur le gâteau, on a une défense un petit peu lourdeaude, donc ça peut le faire, c'est peut-être l'adversaire qu'il nous faut à 5 journées de la fin. Je vous rappelle que le replay va être disponible dans quelques instants sur le Twitch, sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook. Nous vous proposerons un résumé dans quelques jours. N'hésitez pas à liker, partager et à faire part de la bonne parole du bistrot d'Allez le LOSC auprès de votre entourage. Cette émission est aussi la vôtre.